Imaginez un instant le gouvernement. Pas comme un vieux concept théorique un peu poussiéreux, mais plutôt comme un moteur ultra puissant et hyper bien conçu. Vous savez, le genre de moteur où chaque rouage, chaque petite courroie de transmission a une fonction absolument vitale. Si une seule pièce manque à l'appel, c'est littéralement toute la machine qui s'enraye. Alors aujourd'hui, dans notre décryptage, on va faire exactement ça. On va ouvrir le capot de l'État pour regarder de très très près comment tout ça est structuré. De la façon dont les pouvoirs sont répartis jusqu'à la machinerie administrative de tous les jours, on va décortiquer l'organisation et le fonctionnement du gouvernement en se basant strictement sur les textes de loi qui dictent les règles du jeu. Bon, voici notre plan de route pour cette analyse. On va d'abord s'intéresser au chef du gouvernement, ensuite on passera à l'équipe gouvernementale, on verra la frontière stricte entre la loi et le règlement, et on finira par les mécanismes de contrôle. On y va ? Allez, on attaque tout de suite avec la section 1, le chef du gouvernement, la pièce maîtresse du moteur. Si le pouvoir exécutif est une voiture, voilà la personne au volant. Selon l'article 89, c'est sous son autorité que le gouvernement met en œuvre son programme, gère l'administration et supervise les établissements publics. C'est vraiment le point de convergence de toute l'action du gouvernement. Mais vous vous demandez peut-être comment on accède à ce poste clé. C'est pas un claquement de doigts, c'est une chronologie super précise. Étape 1, la nomination par le roi, c'est l'article 47. Le chef du gouvernement est toujours choisi dans le parti arrivé en tête des élections. Ensuite, il doit présenter son programme devant le Parlement. Et la troisième étape, la plus cruciale, le vote de confiance. En fait, l'entrée en fonction officielle ne se fait qu'après avoir obtenu cette fameuse confiance du Parlement. Et ce qui est vraiment super intéressant avec cette diapositive, c'est ce concept d'investiture. C'est pas juste une formalité bureaucratique, loin de là. L'article 88 nous montre que l'exécutif tire sa légitimité directement de l'approbation du pouvoir législatif. Sans ça, pas de clé pour démarrer la machine. C'est vraiment ce mécanisme qui donne le feu vert démocratique à toute la branche exécutive pour commencer à bosser. Donc, une fois les clés en main, il a quoi comme vrai pouvoir ? Eh bien, les textes sont très clairs. Il y a d'abord le pouvoir réglementaire, avec l'article 90, pour créer des décrets. Ensuite, le pouvoir de nomination pour les emplois civils et les grosses structures publiques, même si c'est un peu encadré par l'article 49. Et pour finir, la présidence du Conseil de gouvernement, selon l'article 92. C'est là que se prennent les grandes décisions collectives avant de briefer le roi sur les conclusions. Bref, c'est une boîte à outils redoutable pour diriger un pays. On passe à la section 2, l'équipe gouvernementale. On descend directement dans la salle des machines. Évidemment, un chef ne peut pas faire tourner toute cette usine tout seul. Et là, il faut absolument parler d'une institution qui bosse souvent dans l'ombre, mais qui est un vrai pilier, le secrétariat général du gouvernement. C'est littéralement le gardien du temple juridique. Ce membre du gouvernement coordonne tout, et surtout, il vérifie la légalité absolue de chaque texte ou décret. C'est la tour de contrôle. Tout passe par là avant d'être publié. Sans cette vigie, je vous garantis que ce serait le chaos juridique total. Autour de ça, l'équipe se divise en 3 grandes catégories. D'abord, les ministres d'État. C'est un titre assez honorifique, ça reflète souvent une grosse expérience ou un poids politique important, sans forcément qu'ils aient à gérer un ministère super technique. Ensuite, vous avez les ministres techniques, justement. Eux, c'est les gestionnaires de terrain, la santé, l'éducation, l'économie. Et enfin, les ministres délégués, qui sont un peu comme des bras droits ultra spécialisés, agissant sous l'autorité d'un autre ministre ou directement du chef du gouvernement. Ce qui est dingue, c'est la dynamique à l'intérieur même d'un ministère. C'est un peu le permanent contre l'éphémère. Regardez la colonne de gauche, le côté administratif. Le ministre gère des milliers de fonctionnaires et signe des budgets faramineux. Ça, c'est l'administration qui reste. Et à droite, le cabinet du ministre, une toute petite équipe, très politique, choisie uniquement pour son expertise et la confiance qu'on lui porte. Et la règle d'or, dès que le ministre quitte ses fonctions, son cabinet fait ses cartons aussi. Fin de l'histoire. Alors, on a cette machinerie géante qui nomme des gens, qui brasse des milliards, qui dicte des règles de vie. Ça soulève forcément une énorme question, comment est-ce qu'on contrôle tout ça ? Parce qu'un moteur sans frein, c'est le crash assuré. Et c'est là qu'interviennent les contre-pouvoirs du Parlement. Ce qui nous amène à la section 3, loi contre règlement, ou comment on trace les frontières du pouvoir. Et ça illustre brillamment comment la Constitution sépare les pouvoirs. Pour empêcher le gouvernement de décider absolument de tout seul, on a tracé une ligne rouge. D'un côté, le domaine de la loi avec l'article 61, les libertés, les impôts, le droit pénal, ça demande un vote obligatoire du Parlement. On ne touche pas sans eux. De l'autre côté, le domaine réglementaire avec l'article 90, et là, c'est ce qu'on appelle une compétence résiduelle. Pour faire simple, tout ce qui n'est pas dans l'article 61 tombe par défaut dans les mains du gouvernement qui peut agir tout seul avec des décrets. C'est quand même un pouvoir massif. Mais attendez, même pour les lois, le gouvernement garde un pied dans la porte.
L'article 78 dit que le pouvoir de proposer des lois est partagé. Et là, le vocabulaire est hyper important pour comprendre qui fait quoi. Si l'idée vient du chef du gouvernement, on appelle ça un projet de loi. Si ça vient des parlementaires, c'est une proposition de loi. C'est une petite subtilité sémantique, c'est vrai, mais ça permet de savoir tout de suite qui est le véritable architecte du texte. Allez, dernière ligne droite avec la section 4, le contrôle et la responsabilité. Faire des lois, c'est super, mais forcer le gouvernement à s'expliquer en public, c'est l'essence même de la démocratie. L'article 100, c'est un peu l'horloge de la responsabilité. Ça fixe un vrai rythme. Chaque semaine, les ministres ont l'obligation de descendre dans l'arène pour répondre aux questions des députés. C'est le suivi du quotidien. Mais une fois par mois, attention, on monte d'un cran. C'est le chef du gouvernement en personne qui doit venir justifier sa politique générale devant tout le monde. En gros, l'exécutif ne peut pas jouer à cache-cache très longtemps. Et pour que personne ne fuit ses responsabilités, on a inventé le contresigne. Alors c'est pas juste un truc pour faire joli avec un beau stylo. Concrètement, quand le chef du gouvernement signe un décret, le ministre qui va devoir l'appliquer doit mettre sa signature juste à côté. Ça le lie complètement, juridiquement et politiquement, à la décision. S'il y a un dérapage plus tard, impossible de dire « Ah, j'étais pas au courant ». Sa signature prouve qu'il était dans le coup. Le point crucial, c'est de comprendre l'arme nucléaire de ce système, l'article 103, l'engagement de responsabilité. Là, le chef du gouvernement peut littéralement mettre la survie de tout son gouvernement sur la table. C'est un coup de poker. Il dit au Parlement, écoutez, soit vous votez ce texte, soit on démissionne tous. C'est quitte ou double. C'est fait exprès pour forcer la majorité à se réveiller et à serrer les rangs. Ça montre bien cette tension électrique permanente entre les deux pouvoirs. Pour résumer tout ça, on voit bien que l'État, c'est une mécanique d'une précision folle, où chaque pouvoir est constamment encerclé par un autre. Ce qui nous laisse avec une vraie question pour terminer. Est-ce que le pouvoir ultime, c'est vraiment la capacité de l'exécutif à agir et à nommer à la vitesse de l'éclair, ou bien est-ce que c'est cette surveillance constante, parfois lente, mais implacable, du Parlement? C'est tout ce subtil jeu d'équilibre qui fait tenir la maison debout. Et voilà, ça conclut notre analyse du jour sur les coulisses de nos institutions.